Un esprit sans contrôle ressemble à une ville sans murs. Tout y entre, le bruit, l'opinion des autres, la culpabilité héritée, les exigences des autres. Le pire, c'est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent avec le sentiment qu'il leur manque quelque chose, qu'ils portent un poids, que quelque chose ne va pas, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont oublié que la force se construit de l'intérieur, sans spectacle, sans permission, sans besoin d'approbation. Cette vidéo commence maintenant, et elle n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses, elle est pour ceux qui sont prêts à se regarder en face, sans filtre, sans fioriture, sans fausses promesses. Ici, vous ne trouverez pas de belles phrases ni de théories qui sonnent bien, mais qui ne servent à rien quand tout s'effondre. Ici, vous trouverez ce qui fonctionne, ce qui fait mal au début, mais qui transforme avec le temps, ce qui forge le caractère plutôt que de nourrir la fantaisie. Les secrets que vous allez entendre proviennent du stoïcisme, une philosophie qui n'a pas été créée pour décorer les murs, mais pour résister aux tempêtes. Chaque point est conçu pour vous aider à retrouver votre centre, votre voie, votre force. Parce que la vraie liberté ne se demande pas, elle se récupère. Et cela commence lorsque vous décidez d'arrêter de vous comporter comme une victime du monde et de commencer à devenir maître de vous-même. Je ne vous parle pas en tant que quelqu'un qui veut vous divertir. Je vous parle en tant que quelqu'un qui sait qu'il est temps de se réveiller. Celui qui ne maîtrise pas son esprit sera l'esclave de ce qui l'entoure. Et si vous ne prenez pas cette place, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle contrôle est comme une conductrice qui confond le volant avec le rétroviseur. Elle pense qu'elle dirige sa vie, mais en réalité, elle ne fait qu'observer le passé, espérant que quelque chose change de lui-même. Et le pire n'est pas qu'elle n'avance pas, mais qu'elle se convainc qu'elle ne peut pas le faire. C'est ainsi que commencent les jours où elle blâme le climat, le partenaire, le patron, l'enfance, le pays, le système, tout sauf elle-même. Mais le stoïcisme ne tourne pas autour du pot. Il te met face à la réalité la plus crue et la plus libératrice. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu réagis. Prendre le contrôle réel n'est pas contrôler tout, mais arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce qui n'a jamais été entre tes mains. Et cela, bien que cela semble simple, est l'un des actes les plus radicaux de pouvoir personnel. Une femme qui prend le contrôle d'elle-même commence à voir clairement que le chaos externe ne définit pas son ordre interne, que le rejet ne définit pas sa valeur et que les obstacles ne déterminent pas si elle avance ou non. Elle devient dangereuse, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle est impossible à manipuler, parce qu'elle ne dépend plus de ce que tout va bien pour se sentir bien. C'est là que beaucoup échouent. Elles confondent le contrôle avec l'obsession que tout se passe comme prévu, et quand cela n'arrive pas, elles se frustrent, elles s'enfoncent, elles se paralysent. Mais le véritable contrôle est d'accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, et malgré cela, continuer à choisir comment agir. C'est avoir une mauvaise journée et ne pas permettre que cette journée définisse la semaine. C'est recevoir une critique et l'utiliser pour s'améliorer, pas pour se détruire. C'est perdre une opportunité et décider que la valeur n'a pas été perdue. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu possèdes est ton esprit, tes décisions et tes actions. Le reste, tout le reste, peut partir. La stabilité, les personnes, la santé, la reconnaissance, tout est éphémère. Si ta paix dépend de facteurs externes, alors elle n'est pas à toi. Elle est empruntée, et le prix à payer pour la garder sera ta liberté. Alors commence à te demander, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi dans tout cela? Cette angoisse, cette colère, cette comparaison, cette peur, est-ce que je l'alimente ou est-ce que je l'affronte? La femme qui veut reprendre le contrôle ne le fait pas en exigeant des garanties du monde, elle le fait en revenant à son axe, et cela nécessite une décision ferme. Arrêter de vivre à partir de la réaction et commencer à vivre à partir du choix. Contrôler ce qui te revient ne signifie pas te fermer au monde, mais t'ouvrir avec intelligence. Ce n'est pas ériger des murs, mais établir des limites. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle.
Parce que lorsque tu décides ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, tu envoies un message silencieux, mais puissant. Je ne suis plus gouverné par les circonstances, ni par les autres, ni par mes émotions débordantes. Je me gouverne moi-même. Peu importe combien de temps tu as laissé ta vie entre les mains des autres. Ce qui compte, c'est quand tu décides de la reprendre. Et si tu lis ceci, ce moment est maintenant. 2. Maîtrisez vos impulsions émotionnelles. Une émotion incontrôlée est comme un incendie dans une cuisine. Elle commence par une étincelle, mais si elle n'est pas contenue, elle finit par tout dévorer. La colère face à un commentaire, l'anxiété face à une attente, la tristesse que l'on ne comprend pas. Chaque impulsion mal gérée a le pouvoir de vous entraîner sans que vous vous en rendiez compte. Et bien souvent, ce n'est pas vous qui agissez, mais l'impulsion qui parle à votre place. Des mots que vous ne vouliez pas dire, des décisions que vous n'aviez pas prévu de prendre, des silences qui pèsent plus que les cris. C'est là que le stoïcisme devient un outil nécessaire, car il ne vous dit pas de ne pas ressentir, il vous dit de ressentir sans perdre le contrôle. Maîtriser vos impulsions ne signifie pas devenir une pierre. Il ne s'agit pas de réprimer ou de faire semblant que rien ne vous affecte. Il s'agit de reconnaître le feu avant qu'il ne consume, de vous donner ces secondes entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, cet espace où vous respirez, observez et décidez. Car l'émotion ne vous détruit pas. Ce qui vous détruit, c'est d'agir sans réfléchir, de réagir sans filtrer, de laisser le corps prendre des décisions qui relèvent de votre esprit. Et oui, maîtriser les impulsions émotionnelles est l'un des travaux les plus durs que vous pouvez entreprendre. Il ne se fait pas avec de jolies phrases, ni avec une méditation du dimanche. Il se construit au jour le jour, dans les moments inconfortables, dans les conversations tendues, dans les déceptions inattendues. C'est là que vous décidez si vous allez réagir comme d'habitude ou si vous allez choisir différemment. La femme qui apprend à se contenir n'est pas faible, elle est dangereuse, car elle ne permet pas au monde de lui voler son centre. Et non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a appris à ne pas se laisser emporter par ce qu'elle ressent. Le stoïcisme vous dit que vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez contrôler comment vous le prenez. L'insulte ne vous définit pas si vous ne l'acceptez pas. La trahison ne vous coule pas si vous ne continuez pas à y vivre. La frustration ne vous consume pas si vous savez la transformer en action. Et c'est ce que beaucoup ne veulent pas entendre, qu'elles ont le pouvoir, mais qu'elles le cèdent chaque fois qu'elles réagissent à partir de la blessure plutôt que de répondre à partir de la conscience. L'émotion bien dirigée est une alliée. L'émotion incontrôlée est une ennemie. Vous ne devenez pas une femme froide en décidant de réfléchir avant d'agir. Vous devenez une femme qui se respecte, qui se protège, qui ne se laisse pas kidnapper par chaque vague émotionnelle qui apparaît. Car la maturité émotionnelle ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand simplement observer. Demandez-vous honnêtement, combien de fois vos impulsions vous ont-elles amené à saboter ce que vous construisiez? Combien de fois avez-vous regretté ce que vous avez dit, non pas à cause de ce que vous ressentiez, mais à cause de la façon dont vous l'avez exprimé? Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne, vous avez besoin d'entraîner celle que vous êtes déjà. Tout le monde ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas votre énergie. Tout ce que l'on ressent ne doit pas se transformer en action. Se maîtriser est l'art de la femme qui ne veut pas être esclave de ses émotions, qui ne se laisse pas emporter par la première chose qui lui fait mal, qui ne s'effondre pas face à ce qu'elle n'attendait pas. Et cette maîtrise n'arrive pas d'un coup. Elle arrive avec chaque choix que vous faites lorsque vous êtes au bord, lorsque vous pourriez exploser et que vous choisissez de respirer. C'est là que commence le véritable pouvoir. Non pas lorsque tout est calme, mais lorsque la tempête frappe à la porte et que vous décidez de ne pas ouvrir. 3. Sois clair sur ce qui compte. Il y a des moments où le bruit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une liste interminable de choses à faire, des opinions contradictoires, des exigences étrangères, des attentes familiales, des tâches qui ne finissent jamais.
On vit en courant sans savoir exactement vers où, éteignant des feux, plaisant à tout le monde, s'occupant de tout sauf de ce qui compte vraiment. Et c'est que lorsque tu n'as pas clair ce qui mérite ton énergie, n'importe quoi finit par te la voler. Le monde veut que tu te distrais. Il veut que tu crois que tu as besoin de faire plus, d'avoir plus, de prouver plus. Mais il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de direction. Il ne s'agit pas de combien de choses tu accomplis en une journée, mais de savoir si ces choses construisent la vie que tu désires. Le stoïcisme ne te demande pas de tout faire, il exige que tu saches ce qui est oui et ce qui est non, ce qui apporte, ce qui draine, ce qui construit, ce qui ne fait que divertir. Parce que si tu ne définis pas ce qui compte, quelqu'un d'autre le fera, et il t'utilisera pour construire son propre but pendant que tu as l'impression de te perdre. Avoir de la clarté n'est pas seulement faire une liste de priorités. C'est un exercice d'honnêteté brutale avec toi-même. Te demander si ce que tu fais aujourd'hui reflète la femme que tu dis vouloir être. Évaluer si tu décides à partir de ta vérité ou de la peur du rejet. Une vie sans clarté est une vie empruntée, où tu fais ce qui est attendu, mais pas ce qui te remplit, où tu arrives à tout sauf à toi. La clarté est inconfortable parce que lorsque tu sais ce qui compte vraiment, tu ne peux plus prétendre que tu ne le sais pas. Tu ne peux plus blâmer le temps, ni les autres, ni la chance. Tu dois décider. Et décider implique de perdre quelque chose. Cela implique de lâcher des tâches inutiles, des relations sans sens, des habitudes qui ne font que distraire, des routines vides qui ne te rapprochent d'aucun lieu. La clarté te confronte à toi-même, et c'est pourquoi tant de gens l'évitent. Mais quand elle arrive, tout change. Tu commences à regarder tes jours avec intention, à dire non sans culpabilité, à lâcher sans peur. Tout ne mérite pas ton attention, et encore moins ta paix. Tout ce qui est urgent n'est pas important. Tout ce qui sonne fort n'a pas de valeur. Un esprit clair ne se guide pas par des impulsions, il se guide par un but. Et cela, dans un monde saturé de bruit, est une forme de rébellion. Le stoïcisme enseigne qu'une femme ne peut avancer si elle ne sait pas où elle va. Elle ne peut se renforcer si elle continue à occuper son esprit avec des futilités. Elle ne peut construire une vie stable si elle continue à nourrir des relations, des pensées ou des routines qui la sortent de son axe. Chaque décision compte, chaque choix a un coût, et quand tu as de la clarté, tu commences à choisir mieux. Pose-toi des questions inconfortables. Combien de ce que tu fais chaque jour t'éloigne de toi-même ? Combien de temps passes-tu à plaire, à te distraire ou à combler des vides au lieu de faire face à ce qui te concerne vraiment ? Vis-tu à partir de ta vérité ou du besoin d'appartenir? Parce qu'une fois que tu identifies ce qui compte vraiment, tout le reste perd de son pouvoir. Il ne s'agit pas de transformer ta vie en une machine de productivité. Il s'agit d'avoir le courage de rester avec l'essentiel, même si cela implique de décevoir les autres. Parce que quand l'essentiel est clair, tout a du sens, et quand il ne l'est pas, même le plus grand succès semble vide. La femme qui a de la clarté n'a pas besoin que tout le monde comprenne son chemin. Il lui suffit de savoir qu'elle ne se trahit pas elle-même et qu'elle fait confiance au processus pour être forte. 4. Agis comme celle que tu es déjà. Marcher dans les chaussures d'une autre personne non seulement fait mal, mais t'éloigne également de l'endroit où tu devrais vraiment arriver. Et c'est ce que beaucoup de femmes font sans s'en rendre compte. S'adapter, dissimuler, s'intégrer. Elles se façonnent à leur environnement, répondent aux attentes et vivent comme une version réduite de ce qu'elles sont. L'ironie est que dans cette tentative d'être acceptées, elles finissent par se perdre. Parce que lorsque tu vis à partir de l'apparence, chaque pas que tu fais semble forcé, chaque mot que tu dis semble mesuré, et chaque décision que tu prends est contaminée par la peur de ne pas plaire, de ne pas être suffisante, de ne pas répondre à l'image que les autres attendent de toi. Le stoïcisme met fin à cette performance. Il ne te demande pas de te transformer en quelqu'un que tu n'es pas encore, mais de commencer à te comporter comme si tu étais déjà cette femme que tu sais que tu peux être. Pas demain, pas quand tu auras plus confiance, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Parce qu'attendre de te sentir prête n'est qu'une autre excuse qui déguise la peur.
L'identité ne se trouve pas, elle se construit. Et cette construction se fait par l'action, par la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, même quand personne ne regarde. Agir comme celle que tu es déjà n'est pas de l'arrogance, c'est de l'engagement. C'est arrêter de douter de ta valeur à chaque pas, arrêter de demander la permission d'avancer, arrêter de repousser tes idées par peur du jugement. C'est parler avec fermeté, même si la voix tremble. C'est prendre des décisions à partir de la vérité, pas à partir du besoin de validation. C'est entrer dans un lieu sans essayer de plaire, sans cacher ta lumière, sans adoucir ta présence pour ne pas déranger. Parce que ce qui dérange n'est pas ton attitude, c'est ton authenticité. Et cela, dans un monde qui récompense la soumission déguisée en gentillesse, est un acte de courage. Le problème est que beaucoup attendent de se sentir forte pour commencer à agir différemment. Mais la force apparaît en chemin, pas avant. La sécurité s'entraîne, la présence s'affirme avec le temps, la voix se trouve en l'utilisant, pas en la cachant. Personne ne va te donner la certitude que tu attends. C'est toi qui dois l'incarner, pas à pas, même si tout n'est pas clair. Parce que prétendre que tu ne sais pas qui tu es juste pour ne pas déranger est une forme lente d'auto-abandon. Chaque fois que tu choisis à partir de ta version petite, tu renforces l'idée que tu ne peux pas faire plus. Chaque fois que tu décides en fonction de ne pas déranger, tu te mets dans une cage invisible. En revanche, lorsque tu agis comme la femme qui sait déjà ce qu'elle vaut, tu commences à briser ce moule. Pas par rébellion, mais par vérité. Et cette vérité se remarque dans le subtil. Comment tu te regardes dans le miroir, comment tu marches, comment tu poses des limites, comment tu n'expliques pas chaque décision comme si tu devais te justifier. Le stoïcisme exige de l'action. Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas de réfléchir, il faut vivre la philosophie, l'incarner. Et cela commence par te comporter comme si tu étais déjà cette femme forte, claire, disciplinée et libre. Même si tu ne te sens pas toujours ainsi, tu agis comme si tu l'étais. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu te souviens. Parce qu'il y a déjà quelque chose en toi qui sait. Il a juste besoin que tu le prennes au sérieux. Arrête d'attendre que les conditions extérieures s'alignent. Arrête de te freiner à cause d'insécurités qui n'existent que dans ta tête. Commence à agir avec la fermeté de celle qui s'est déjà choisie. Parce qu'une fois que tu marches à partir de ta vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Et personne ne peut te retirer ce que tu as déjà incarné avec décision, et tu dois rester ainsi et ne pas te rétracter. 5. Utilise la douleur comme levier. La blessure n'est pas la fin du chemin, c'est la charnière qui peut ouvrir une autre porte. Tout dépend de ce que tu fais avec. Parce que la douleur, quand elle n'est pas comprise, s'accumule. Elle reste immobile, silencieuse, cachée sous le tapis de la routine. Mais elle ne disparaît pas. Elle se transforme en insécurité, en colère contenue, en apathie, en peur chronique, en silence lourd. Et beaucoup de femmes ont appris à survivre en la portant comme un poids inévitable, comme une partie supplémentaire de leur corps. Mais le stoïcisme propose autre chose, que la douleur n'est pas une punition, c'est un outil. Non pas pour te briser, mais pour te transformer. Ce n'est pas un concept romantique, ni une belle idée pour se sentir mieux. C'est une stratégie pratique. Si ce qui faisait mal est déjà passé, ce qui reste est ce que tu choisis d'en faire. Tu peux rester coincé, à répéter l'histoire, à blâmer, à attendre réparation, à nier le dommage. Ou tu peux faire quelque chose de beaucoup plus inconfortable, mais plus courageux. Regarder en face, le sentir sans anesthésie, comprendre ce qu'il a laissé et l'utiliser comme élan. La douleur peut te freiner ou te pousser. Ce n'est pas la douleur qui choisit, c'est toi. Le stoïcisme enseigne que la vie ne promet pas de confort, et encore moins de justice immédiate. Personne n'est à l'abri de perdre, de souffrir, d'échouer, mais cela ne signifie pas que tu dois te transformer en victime de tout ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais. En fait, chaque événement qui t'a brisé peut aussi te montrer de quoi tu es faite. Il peut te révéler une force que tu ne connaissais pas, une clarté qui n'apparaît que lorsque la surface se brise,
une nouvelle direction que tu n'aurais pas vue si tout restait pareil. Le problème n'est pas de ressentir la douleur, le problème est de ne rien apprendre de celle-ci. Souvent, la croissance que tu demandais tant n'est pas venue sous forme de motivation, mais de perte. Ce qui a fait mal a aussi nettoyé, ce qui a dérangé a aussi poussé, ce qui est parti a aussi laissé de la place. Et dans cet espace, tu peux construire quelque chose de différent, mais seulement si tu arrêtes de t'accrocher à ce qui n'a plus de vie. Il y a des femmes qui ont souffert de trahison, d'abus, d'échecs, d'abandon, d'injustice qui ne s'effacent pas avec des paroles d'encouragement. Personne ne te demande de minimiser ce qui s'est passé. Il s'agit de l'honorer sans permettre qu'il te définisse. Tu n'es pas seulement l'histoire qui t'a blessé. Tu es aussi la femme qui peut écrire un nouveau chapitre avec cette douleur comme encre. Mais pour cela, tu as besoin de décision, pas d'excuses, de courage, pas de culpabilité, d'action, pas d'attente. Utiliser la douleur comme levier ne signifie pas qu'elle cesse de faire mal. Cela signifie que tu la canalises, que tu prends l'énergie de ce qui t'a blessé et la rediriges vers ce qui te construit. Que chaque fois que tu te souviens de ce qui s'est passé, au lieu de t'enfoncer, tu t'affirmes davantage. Parce que tu sais que tu n'as pas été détruite, juste transformée. Et cette transformation ne t'a pas rendue plus fragile, elle t'a rendue plus réelle. Demande-toi, quelle partie de toi est née au milieu de ce qui faisait mal? Quelle décision importante as-tu prise après avoir touché le fond? Quelle version de toi est apparue lorsque tout s'est effondré? Ces réponses te rendent le pouvoir. Elles te rappellent que tu n'es pas le dommage. Tu es la réponse que tu as choisi de donner. Et cette réponse peut être la plus grande déclaration de force. Tu n'as pas été faible pour ressentir. Tu as été courageuse pour continuer. Mais maintenant, il te faut plus que suivre. Il te faut diriger. Et si tu dois porter quelque chose, que ce ne soit pas du ressentiment, que ce soit du but. Que chaque larme, chaque silence, chaque chute se transforme en le carburant qui te propulse. Parce que c'est la différence entre celui qui souffre et s'éteint et celui qui souffre et se réveille. 6. Visse chaque jour avec intention. Une horloge qui fonctionne mais n'a pas d'aiguille peut faire tic-tac toute la journée, mais ne marque rien. C'est ainsi que vivent beaucoup de personnes, occupées, agitées, remplies de tâches, mais sans direction. Elles confondent mouvement avec but, elles confondent urgence avec importance. Elles vont d'un endroit à un autre sans s'arrêter pour se demander pourquoi elles font ce qu'elles font. Et quand elles s'en rendent compte, elles ont passé des années à suivre des routines qu'elles n'ont pas choisies, à répéter des habitudes qu'elles n'ont pas remises en question et à vivre des vies qui ne leur appartiennent pas. Le stoïcisme ne tolère pas l'inertie déguisée en engagement. Il n'y a pas de vertu à remplir chaque heure de la journée si ces heures sont déconnectées de ce que tu es et de ce que tu cherches. Une vie stoïcienne n'est pas une vie occupée, c'est une vie intentionnelle. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire avec conscience, choisir ce qui oui et ce qui non, avec clarté, sans peur, sans besoin de le justifier. Vivre avec intention ne nécessite pas un changement radical de vie, ni de déménager dans un autre pays, ni de se réinventer à partir de zéro. Il nécessite une présence, se demander chaque matin dans quelle direction tu vas, prendre de petites décisions qui sont alignées avec ce que tu valorises, pas avec ce que tu espères qu'on t'applaudisse. C'est dire non au bruit, à l'excès, à la distraction constante. C'est se rappeler que chaque choix, aussi minime soit-il, construit le type de personne que tu décides d'être. Beaucoup de femmes vivent en mode automatique. Elles se lèvent, font ce qu'il faut, répondent ce qu'elles doivent, accomplissent ce qu'on attend d'elles. Et à la fin de la journée, elles ressentent un vide qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'être active ne signifie pas être vivante. Parce que remplir toutes les obligations ne signifie pas être en paix. Et parce que si tu ne t'arrêtes pas pour te demander « pourquoi je fais ça ?», tu finiras par consacrer toute ta vie à ce qui n'a pas de sens. L'intention n'apparaît pas seule, elle se cultive, elle se rappelle, elle se pratique, chaque jour, chaque action.
depuis ce que tu manges, ce que tu lis, ce que tu dis, ce que tu permets. Depuis comment tu commences ta matinée jusqu'à comment tu te parles quand personne ne t'écoute. Parce que le désordre n'est pas seulement dans l'environnement. Il est aussi dans l'esprit qui agit sans se questionner, qui suit sans regarder, qui réagit sans penser. Le stoïcisme propose que tu ne vives pas comme si tu allais vivre pour toujours. Et cette phrase n'est pas une menace, c'est une invitation. Une vie intentionnelle est celle où tu profites du temps non pas à partir de l'anxiété, mais à partir de la clarté, où tu priorises ce qui nourrit, pas ce qui divertit, où tu investis ton énergie dans ce qui compte, pas dans ce qui crie le plus fort. Prends la responsabilité de tes heures. Arrête de blâmer les jours pour ce que tu ne décides pas. Personne d'autre ne peut vivre ta vie, mais beaucoup seront prêts à la remplir si tu ne le fais pas. C'est pourquoi il est essentiel que tu reviennes à toi, que chaque décision que tu prends ne naisse pas de l'impulsion ou de la peur, mais d'une intention ferme, celle qui te rappelle qui tu es et où tu vas. La femme qui vit avec intention n'est pas celle qui a tout sous contrôle, mais celle qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Celle qui ne court pas pour échapper, mais pour avancer. Celle qui ne cherche pas à se remplir de tout, mais à se concentrer sur ce qui transforme vraiment. Et quand tu vis ainsi, quelque chose change. Pas dans le monde, mais en toi. Tu ne réagis plus de la même façon, tu ne tolères plus la même chose, tu ne te contentes plus de ce qui ne vibre pas avec toi. Tu n'es pas venu juste pour accomplir des tâches, tu es venu pour vivre à partir de ta vérité. Et cette vérité ne s'active que lorsque tu commences à bouger avec intention, avec fermeté et avec présence, chaque jour, sans te distraire du but, sans abandonner ce qui compte vraiment. 7. Entoure-toi de silence et de réflexion. Une pensée sans espace est comme une graine enterrée dans du ciment. Même si elle a du potentiel, elle ne fleurit jamais. Et c'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit constant. Non seulement externe, mais aussi interne. La voix de l'exigence, l'opinion des autres, la culpabilité que tu traînes, l'urgence de répondre, de réagir, de plaire. Au milieu de ce désordre, l'essentiel reste enfoui. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que tu ne lui donnes pas l'espace pour apparaître. Le stoïcisme nécessite un terrain différent. Il ne se cultive pas dans la vitesse, ni dans le scandale, ni dans la saturation. Il se cultive dans la pause, dans l'espace que tu décides de défendre, même si tout autour de toi te pousse à te dépêcher. Cet endroit où tu éteins le monde pour t'écouter, où le plus précieux n'est pas ce qui entre, mais ce qui émerge, où tu comprends que penser n'est pas du bruit mental, mais une façon de revenir à toi. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, il s'agit de créer l'habitude de revenir à ton centre, sans justification, sans masque. Un moment de la journée où tu n'agis pas pour les autres, où tu ne joues pas de rôle, où tu ne feins pas la force. Tu es juste avec toi. Et cela, qui semble simple, est l'un des actes les plus puissants de résistance à cette ère de distraction constante. La femme qui s'assoit en silence apprend à voir clairement ce que le bruit ne permet pas. Elle découvre que beaucoup de décisions qu'elle a prises n'étaient pas les siennes, que certains objectifs ne la représentent même pas, que certaines relations n'existent que par habitude, qu'une partie de son anxiété vient du fait de vivre toujours en réaction, sans pause, sans critères, sans filtre. Réfléchir n'est pas penser excessivement, ni tourner en rond. C'est observer attentivement ce qui se passe à l'intérieur, c'est poser les questions inconfortables sans chercher des réponses rapides. Pourquoi je fais ça chaque jour? Quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer? Ce que je soutiens, le fais-je par amour ou par peur? La pratique stoïcienne n'exige pas l'isolement, elle exige la conscience. Elle ne nécessite pas un silence absolu, mais des moments sacrés où tu cesses de répondre au monde pour te répondre à toi. Parce que si tu ne te donnes pas cet espace, l'environnement le remplira pour toi. Et quand cela arrive, tu te déconnectes. Tu commences à vivre pour les autres, sans te rendre compte que tu t'éloignes de toi-même. Tu n'as pas besoin de longues heures. 10 minutes par jour de présence réelle suffisent.
éteindre tout, fermer les yeux, respirer sans attente, regarder à l'intérieur sans censure. Cette habitude transforme, parce que quand tu sais t'écouter, tu ne réagis pas de la même manière, tu n'avales pas n'importe quelle critique, tu ne tombes pas dans n'importe quelle provocation, tu ne cours pas après tout ce qui brille. Le silence filtre, la réflexion ordonne. Ensemble, elles deviennent le sol solide sur lequel tu peux mieux décider. Agir sans traîner de vieilles émotions, répondre sans répéter des schémas, avancer sans besoin de validation. Toutes ne réussissent pas, car rester seul avec son propre esprit nécessite du courage. Mais celle qui le pratique avec constance développe une lucidité que personne ne peut lui enlever. Une femme réfléchie ne devient pas distante, elle devient précise, elle ne gaspille pas son énergie, elle ne réagit pas impulsivement, elle ne se disperse pas à chaque stimulus. Elle sait quand parler, quand se taire, quand agir et quand observer. Et cette clarté ne vient pas du monde, elle vient de l'intérieur. Elle se cultive à chaque pause, à chaque moment où tu choisis de t'arrêter pour comprendre, au lieu de courir pour répondre comme les autres, de manière différente. 8. N'attends pas la motivation, cultive la discipline. La motivation est comme le climat, instable, changeant, imprévisible. Certains jours se lèvent avec le soleil et tout coule de source. D'autres, le ciel se couvre et aucune force ne peut te lever. Si tu décides d'agir seulement quand tu te sens motivé, ta vie deviendra un jeu de hasard. Tu feras des pas quand l'humeur le permettra, mais tu t'arrêteras à chaque baisse, à chaque doute, à chaque jour gris. Et c'est ainsi que l'on perd le cap. Non pas parce que tu ne veux pas avancer, mais parce que tu te fies à une énergie qui ne contrôle pas tes actes. La discipline, en revanche, est une autre histoire. Elle n'a pas besoin de se sentir bien. Elle ne demande pas la permission. Elle ne consulte pas tes émotions pour savoir si aujourd'hui oui ou non. Elle accomplit simplement. Parce qu'elle comprend que la valeur d'une action ne réside pas dans ce que tu ressens avant de la faire, mais dans le résultat de l'avoir faite. C'est la différence entre ceux qui construisent et ceux qui imaginent seulement. La femme qui cultive la discipline n'a pas besoin d'une raison émotionnelle pour faire ce qu'elle doit. Elle se lève quand le corps veut rester. Elle se présente même si l'esprit doute. Elle accomplit même si l'environnement n'est pas favorable. Et elle ne le fait pas par fierté. Elle le fait par respect. Pour elle-même, pour sa parole, pour son processus. Ce n'est pas facile. Il faut comprendre que tous les jours ne seront pas inspirants. Que bien souvent, la seule chose qui t'accompagne sera l'engagement. Que progresser avec paresse, fatigue, peur, compte aussi, parce que le pas que tu fais quand tu le veux le moins est celui qui te renforce le plus. La discipline ne se construit pas avec des phrases motivantes, elle se construit avec une action répétée, avec de petites habitudes soutenues, avec des décisions inconfortables prises en conscience. Arrête de chercher la force en dehors de toi. Personne ne te sauvera de la fatigue. Personne ne te donnera une vie bien rangée sur un plateau. Personne ne te donnera l'énergie parfaite chaque jour. C'est à toi de te construire de l'intérieur. Et cela commence quand tu arrêtes d'attendre de ressentir et que tu commences à choisir d'agir. Même si ça fait mal, même si c'est lourd, même si tu ne comprends pas tout encore. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne dépend pas de l'humeur. Elle dépend de la constance. Peu importe si tu es à ton meilleur ou si tu as du mal à te lever. Ce qui compte, c'est que tu décides ce que tu feras avec ce que tu as. Que tu accomplisses même si ce n'est pas parfait, que tu avances même si c'est lent, que tu tiennes ce que tu as dit, même quand cela ne t'excite plus comme avant. Une vie guidée par la motivation se fragmente, une vie construite avec discipline se solidifie, parce que chaque acte discipliné renforce ton caractère. Il te rappelle que tu peux, il te montre que le changement ne vient pas quand tu le désires, il vient quand tu le maintiens. Et c'est ce que beaucoup de femmes ont besoin de comprendre, qu'elles ne seront pas sauvées par l'inspiration. Elles seront transformées par leur décision de rester fermes, même quand tout en elles leur dit d'arrêter. Ce n'est pas le chemin le plus confortable, mais c'est celui qui change vraiment ta vie, parce qu'après tant d'essais ratés, tant d'excuses, tant de débuts sans fin, il arrive un moment où quelque chose en toi se fatigue de recommencer.
Et cette fatigue peut être la graine de ta constance, le début d'une nouvelle relation avec toi-même, sans fioriture, sans promesses vides, juste toi, ta parole et tes actes, parce qu'au final, ce qui transforme n'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. C'est la femme qui choisit le stoïcisme, pas la parfaite, celle qui se tient, une décision à la fois, et c'est là que tu remarqueras le changement que tu dois faire. L'abandon se ressent comme un effondrement soudain, comme si le sol qui soutenait ta vie se fendait en deux et que tout ce que tu croyais sûr était réduit en poussière. Ce n'est pas seulement l'absence de quelqu'un, c'est le choc qui te force à regarder en face ce que tu ne voulais pas voir, ta dépendance, tes peurs, tes fissures internes. Mais dans cette douleur bat aussi une vérité que peu parviennent à comprendre. Rien ne te détruit complètement si tu décides d'utiliser les ruines comme fondation de quelque chose de nouveau. La douleur de l'abandon n'est pas une punition, c'est un test. Et même si au début, elle semble insupportable, en réalité, c'est l'occasion de découvrir ta propre force. La vraie vengeance n'est jamais dans la poursuite, dans la supplication ou dans le cri que tu vaux quelque chose. La vraie vengeance est froide, silencieuse et ferme. C'est ton absence, c'est ton calme, c'est le fait que tu restes debout, que tu grandis et que tu guéris sans dépendre de personne. Car celui qui pensait te remplacer comprendra bientôt que l'authenticité ne se remplace pas, que la rareté ne se répète pas, et que ce qui est perdu par arrogance ne revient jamais de la même manière. Ici, il ne s'agit pas d'oublier ou de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit de regarder le coup en face et de le transformer en discipline émotionnelle, en dignité, en amour de soi. L'abandon marque, mais il polit aussi, et à la fin il te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin de mendier de l'affection ou de la reconnaissance. Ce vide qui semblait une blessure se transforme en espace pour renaître. Reste, car ce que tu vas entendre sont 8 leçons qui transforment la blessure de l'abandon en ta plus grande source de pouvoir et de force intérieure. 1. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le silence ressemble à un immense désert. À première vue, il semble vide, froid et stérile, comme un lieu où personne ne voudrait rester. Cependant, celui qui ose le parcourir calmement découvre qu'en cet espace où tout se tait, existe une force qui n'a pas besoin de fioritures. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le terrain où les émotions se rangent, où l'esprit s'éclaircit et où l'on apprend que la véritable force ne se mesure pas par la capacité de répondre, mais par la capacité de résister sans prononcer un seul mot. Lorsque quelqu'un vous abandonne, la première réaction est généralement de vouloir crier, exiger des réponses, montrer que vous valez quelque chose, chercher n'importe quel son pour couvrir le bruit du vide. Mais les stoïciens enseignaient que le plus grand contrôle n'est pas celui que l'on exerce sur les autres, mais celui que l'on exerce sur soi-même. Garder le silence ne signifie pas se rendre ni accepter l'humiliation. Cela signifie décider que vous n'allez pas donner votre énergie à celui qui ne mérite plus de la recevoir. Le silence est une épée invisible. Il coupe profondément car il n'a pas besoin de bouger pour se faire sentir. Dans la vie quotidienne, le silence devient un langage puissant. Lorsque vous ne répondez pas à la provocation, lorsque vous ne tombez pas dans le piège de discuter de l'évidence, lorsque vous choisissez votre paix avant la confrontation, vous envoyez un message plus fort que n'importe quel discours. Celui qui attendait votre réaction se retrouve avec un vide qu'il ne sait pas comment combler. Celui qui pensait avoir le contrôle sur vous se retrouve face à un mur impénétrable. Le silence protège votre dignité et préserve votre énergie, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de gagner de petites batailles pour prouver votre valeur, car votre valeur se tient seule. Les philosophes stoïciens parlaient de l'autocontrôle comme la base de la liberté. Contrôler les mots, les impulsions et les émotions est le premier pas pour se libérer de la domination des autres. Lorsque vous choisissez de vous taire plutôt que de mendier, vous n'êtes pas une victime, vous devenez quelqu'un qui a pris le contrôle de son propre navire au milieu de la tempête.
Le silence devient un refuge, un lieu où l'autre n'a plus accès et où votre force intérieure commence à se reconstruire. En pratique, cultiver le silence signifie résister à l'envie d'envoyer ce message, de vérifier cet appel manqué, de chercher des explications qui ne font qu'ouvrir de nouvelles blessures. Cela signifie accepter que l'abandon en dit plus sur celui qui part que sur celui qui reste. C'est comprendre que se taire n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse la plus puissante que vous pouvez donner. Parce que pendant que l'autre continue à chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur, vous apprenez à vous regarder et à vous reconnaître comme suffisant. Le silence vous entraîne également à la patience, et la patience est une arme redoutée par ceux qui cherchent à manipuler. Celui qui ne désespère pas, qui ne se précipite pas, qui sait attendre calmement, démontre une force que personne ne peut briser. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline. C'est la capacité de transformer le bruit de l'abandon en une mélodie de confiance en soi. À la fin, vous découvrez que le silence n'est pas vide, c'est de l'espace. De l'espace pour guérir, pour écouter votre propre voix, pour cultiver l'amour-propre qui avait été caché sous la peur et la dépendance. Le silence ne vous affaiblit pas, il vous rend le contrôle. C'est le rappel que votre vie ne se mesure pas à ce que vous répondez aux autres, mais à la fermeté avec laquelle vous avancez sans besoin. 2. Tu n'es pas remplaçable, tu es rare. Un joyau authentique ne se mesure pas par son éclat sous la lumière artificielle, mais par la rareté qu'il renferme. L'or ressemble à beaucoup de métaux lorsqu'il n'est pas poli, mais seul celui qui le connaît sait que sa valeur est unique. Il en va de même pour toi. Celui qui t'abandonne en pensant que tu es remplaçable démontre qu'il n'a jamais compris ce qu'il avait devant lui. Tu n'es pas une copie en série que l'on trouve à chaque coin de rue, tu es rare, et cette rareté est précisément ta force. Quand quelqu'un part à la recherche d'une autre personne pour combler un vide, il pense pouvoir remplacer l'absence par un visage différent, par une nouvelle présence. Cependant, tôt ou tard, la vie enseigne que l'authenticité ne se remplace pas. La rareté n'a pas de réplique, l'authenticité ne se fabrique pas, et ce qui est perdu par négligence ne se récupère pas facilement. Les stoïciens rappelaient que la valeur de quelque chose ne réside pas dans l'opinion d'autrui, mais dans son essence. De la même manière, ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître. L'abandon donne l'impression d'avoir été rejeté, comme si ce que tu étais n'avait pas été suffisant. Mais cette idée est une tromperie de l'ego blessé. Tu n'as pas été rejeté. Tu n'as tout simplement pas été vu dans ta totalité. La personne qui ne sait pas apprécier la profondeur ne regarde que la surface, et quand la surface ne l'amuse plus, elle en cherche une autre. Cela ne signifie pas que tu as perdu ta valeur. Cela signifie que tu montrais un trésor à quelqu'un d'aveugle. Et aucun trésor ne devient moins précieux parce que quelqu'un ne le voit pas. Dans la vie quotidienne, tu peux te rappeler cette vérité en acceptant ta rareté. Il ne s'agit pas de s'adapter partout. Il s'agit de prendre conscience que tu n'es pas né pour être échangé comme un objet de consommation. Tu es une histoire unique, avec des expériences, des blessures et des vertus qui te rendent unique. La société moderne pousse à croire qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux, plus attirant, plus réussi. Mais cette course n'a pas de fin, car elle est basée sur des comparaisons. Celui qui comprend sa rareté cesse de courir et commence à marcher avec assurance, sachant que ce qu'il est n'est pas négociable. Les stoïciens parlaient de la valeur intrinsèque de la vertu. Tout comme la justice, la tempérance et la sagesse sont précieuses en elles-mêmes, sans se soucier de combien les reconnaissent, ton essence l'est aussi. Tu n'as pas besoin de la validation de celui qui t'a remplacé pour affirmer ta rareté. Tu as juste besoin de te rappeler que l'authenticité ne fait pas de compétition. Être rare, c'est avoir une marque qui ne se répète pas, et cette marque est ce qui te rend irremplaçable. L'abandon peut se ressentir comme une insulte, mais en réalité, c'est une libération. Parce que si quelqu'un pensait que tu étais facile à remplacer, il t'a montré que sa vision n'était jamais à ta hauteur. Tu n'as rien perdu, tu as été libéré de quelqu'un incapable de voir ta valeur.
Et c'est la vérité qui donne le plus de pouvoir. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu as besoin d'être entouré de ceux qui reconnaissent ta singularité sans hésiter. À la fin, tu comprends que être rare n'est pas une condamnation, c'est ta force. La rareté est ce qui te protège d'être une copie de plus, ce qui fait de ta vie un chemin différent. Tu n'es pas remplaçable parce que tu n'es pas venu au monde pour répéter des histoires étrangères. Tu es rare, et dans cette rareté se trouve le pouvoir de te relever après l'abandon avec une conviction que personne ne pourra imiter. Celui qui est parti en pensant qu'il pourrait te remplacer comprendra bientôt que la rareté ne se remplace pas. Et pendant ce temps, tu auras déjà trouvé dans ta singularité la plus grande source de fierté et de force. 3. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré. Une cage dorée peut briller tellement que pendant un moment, tu oublies que c'est une prison. Tu t'habitues à ses barreaux, au confort qu'elle offre, même à la sécurité qu'elle semble te donner. Mais le jour où la porte s'ouvre et que quelqu'un décide de partir, au début tu ressens le vide de l'abandon, le coup de la solitude, le vertige de ne pas savoir quoi faire sans cette présence. Cependant, si tu y réfléchis bien, ce qui s'est passé n'était pas une perte, mais une libération. Tu n'as pas été remplacé, tu as été libéré d'une cage qui ne te laissait jamais voler. La douleur initiale fait croire que celui qui est parti t'a remplacé, que quelqu'un d'autre occupe maintenant la place que tu as perdue. Cette vision est le piège de l'ego blessé, qui se convainc que tout tourne autour des comparaisons. Mais la réalité est différente. Quand quelqu'un décide de partir, il ne dit pas que tu es moins, il montre qu'il n'a jamais été prêt à rester vraiment. Et au lieu de vivre piégé dans cette instabilité, la vie te libère pour que tu trouves un espace où ta valeur ne dépend pas de la volonté changeante d'un autre. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce que nous ne contrôlons pas. S'accrocher à quelqu'un qui a décidé de partir est comme essayer de retenir de l'eau entre les doigts. Plus tu serres, plus elle s'échappe rapidement. Comprendre que tu n'as pas été remplacé mais libéré, c'est accepter que ce qui s'est passé était nécessaire pour que tu reviennes à toi. Parce que parfois l'abandon est la façon dont la vie te déracine d'un endroit où tu te perdais. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique avec gratitude envers la libération, même si au début cela fait mal. Remercier ce que tu as vécu, mais aussi remercier que cela ait pris fin, car cette fin ouvre la possibilité d'un début plus authentique. Se libérer signifie ne plus mendier d'attention, ne plus dépendre d'une validation qui n'arrive jamais, ne plus être à la merci des caprices des autres. Se libérer, c'est revenir à habiter ton propre espace, à retrouver la dignité qui s'érodait dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. L'abandon cesse alors d'être une humiliation et devient une opportunité. Les stoïciens répétaient que chaque obstacle est une matière première pour grandir. L'abandon, vu sous cet angle, est la matière première de ta liberté émotionnelle. Celui qui est parti ne t'a pas remplacé, il s'est simplement retiré de ton chemin. Et en le faisant, il a laissé de la place pour que tu occupes ta vie avec quelque chose de plus grand. Ta propre force, ton propre calme, ta propre capacité à aimer sans dépendre. Il n'est pas facile d'arriver à cette compréhension. L'ego insiste pour regarder à l'extérieur, se demander avec qui est maintenant cette personne, imaginer des comparaisons. Mais ces images sont des chaînes invisibles. La libération se produit lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi tu as été changé et que tu commences à te demander pourquoi cela s'est produit. Et la réponse est claire. Cela s'est produit pour que tu découvres que tu n'es l'ombre de personne, mais la lumière qui doit éclairer son propre chemin. Avec le temps, tu découvres que celui qui t'a remplacé n'a rien gagné, parce que ce qui est parti n'était pas toi dans ta totalité, c'était juste la partie de toi qui se laissait limiter. Ce que tu récupères maintenant est le plus précieux, ta dignité, ton autonomie, ton amour-propre. Tu n'as pas été remplacé, parce que ce qui est authentique ne se change pas, ce qui est authentique se respecte ou se perd. Tu as été libéré, et cette liberté est le cadeau le plus puissant qui puisse naître de la douleur. 4.
Le rebond n'est pas de l'amour, c'est une fuite. Un miroir brisé reflète des images déformées. Peu importe combien tu essaies de te regarder dedans, tu ne verras jamais un visage complet, seulement des fragments trompeurs. C'est ainsi que fonctionnent les relations de rebond. Elles semblent être un refuge, mais en réalité, elles sont un miroir fracturé. Ce qui naît immédiatement après l'abandon n'est pas un amour authentique, c'est une fuite désespérée de l'inconfort du vide. Celui qui court vers un autre corps sans d'abord guérir ce qu'il porte à l'intérieur n'aime pas, il se cache à lui-même. Le rebond est une tentative de boucher un trou avec des rustines temporaires. La personne qui le cherche n'offre pas d'amour, mais porte une blessure ouverte qu'elle veut anesthésier avec de la nouveauté. Le stoïcisme enseigne que rien qui naît de l'évasion ne peut apporter une paix durable. Le véritable amour naît de la stabilité, de la tranquillité intérieure, non de l'urgence de fuir la douleur. C'est pourquoi, lorsqu'une personne court vers un rebond, elle ne démontre pas sa force, mais son incapacité à affronter le silence qui suit l'abandon. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ne pas tomber dans le piège de croire que tu as été remplacé par quelqu'un de meilleur. Il ne s'agit pas de compétition, il s'agit de fuite. Le rebond n'est pas la preuve de ton manque de valeur, c'est la preuve de l'incapacité de l'autre à se soutenir lui-même. Comprendre cela change complètement la perspective. Ce qui semblait être une défaite personnelle devient une révélation sur la fragilité émotionnelle de celui qui est parti. Accepter cette vérité est la clé pour retrouver ta paix. Lorsque tu arrêtes de te comparer au rebond, tu comprends que tu n'es pas dans la même ligue. Tu as l'opportunité de transformer ta douleur en force, tandis que l'autre personne a choisi de courir vers une illusion. Et les illusions se brisent toujours. Ce qui commence avec intensité se révèle bientôt pour ce qu'il est. Une évasion momentanée, une tentative ratée de combler un vide avec du bruit externe. Les stoïciens enseignaient que la souffrance se multiplie lorsque nous confondons l'apparent avec le réel. Le rebond est pure apparence. Il brille à l'extérieur, mais manque de racines. Il n'a pas le poids de l'amour véritable, car il n'est pas né de la connaissance profonde de l'autre, mais du besoin de ne pas être seul. Savoir cela t'aide à ne pas gaspiller ton énergie à te sentir inférieur. Au contraire, cela réaffirme que la valeur ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle quelqu'un te remplace, mais à la fermeté avec laquelle tu décides de guérir sans raccourci. Pratiquer cette leçon signifie ne pas t'obséder avec ce que l'autre fait après son départ. Cela signifie diriger ton attention vers toi, vers ta propre récupération. Le rebond est une distraction dans la vie de celui qui ne supporte pas de se regarder dans le miroir. Tu as l'avantage de traverser la douleur les yeux ouverts, de construire une force qui ne dépend pas de remplacer, mais de transformer. C'est quelque chose qu'aucune fuite ne peut te donner. Avec le temps, la différence se révèle. Le rebond s'use parce qu'il est né de la hâte, et ce qui naît de la hâte ne dure pas. Ton processus, en revanche, bien que douloureux, te mène à un amour plus grand, l'amour de soi. À la fin, tu découvres que tu n'as jamais été remplacé par quelqu'un de mieux, tu as été témoin d'une fuite. Et pendant que d'autres continuent de fuir d'eux-mêmes, tu apprends à rester avec toi, ferme, authentique et conscient que le véritable amour ne s'improvise pas. Il se construit à partir de la tranquillité. 5. La comparaison est un piège de l'ego. Un poison ne se présente pas toujours dans un flacon sombre, il se présente souvent en gouttes invisibles qui se mélangent à la vie quotidienne. La comparaison fonctionne de la même manière, elle semble inoffensive, elle semble naturelle, mais peu à peu elle intoxique l'esprit et consume la paix intérieure. Chaque fois que tu te mesures à un autre, chaque fois que tu regardes ce que quelqu'un d'autre a ou représente, tu empoisonnes ta propre essence. Et lorsque ce poison se mélange à la douleur de l'abandon, le résultat est dévastateur. Tu commences à croire que l'autre a plus de valeur parce que quelqu'un a choisi d'être à ses côtés. L'ego cherche constamment ses pièges. Il veut se comparer parce qu'il ne supporte pas le silence, il a besoin d'une réponse pour apaiser la blessure. Et dans ce besoin, il invente des histoires. Imagine que celui qui est avec la personne qui est partie est meilleur, plus attirant, plus intéressant.
Cependant, ce qu'il oublie, c'est que la comparaison n'est jamais juste. Seules les apparences sont mesurées, jamais la profondeur. Et ce qui semble plus brillant en surface peut être vide à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Te comparer à un autre, c'est sortir de ce terrain sûr et entrer dans un champ que tu ne pourras jamais dominer. Tu ne peux pas contrôler comment est l'autre, ce qu'il offre, ce qu'il prétend. Tu peux seulement contrôler ta réaction, ta façon de te regarder, ta décision de ne pas entrer dans cette compétition invisible. Comprendre cela est un acte de libération. Cela signifie arrêter de jouer à un jeu conçu pour te faire perdre. Dans la vie quotidienne, la comparaison apparaît dans les endroits les plus petits. Tu consultes les réseaux sociaux et tu vois des photos de sourires étrangers, tu interprètes que leur vie est parfaite et la tienne ne l'est pas. Tu entends des rumeurs et tu as l'impression d'être laissé pour compte. Tout cela fait partie du même piège, car la seule chose que ces comparaisons réussissent à faire est de te distraire de ton propre processus de croissance. Pendant que tu regardes à l'extérieur pour mesurer ta valeur, tu arrêtes de travailler sur ce qui peut réellement te renforcer. Lorsque quelqu'un t'abandonne et court vers une autre personne, la comparaison devient encore plus cruelle. L'ego insiste pour se demander ce que cet autre a que tu n'avais pas. Mais la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur. Il s'agit de l'incapacité de celui qui part à affronter son propre vide. Le choix de l'autre ne définit pas ta valeur. Il reflète seulement ses propres manques. Comprendre cela brise l'illusion de la compétition. Les stoïciens parlaient du piège des opinions extérieures. Ils disaient que chercher constamment la validation, c'est donner ton pouvoir aux autres. La comparaison est précisément cela. Donner ta paix à une opinion que tu ne connais même pas. Pratiquer la vision stoïcienne signifie entraîner l'esprit à se rappeler que ta valeur ne réside pas dans ce que quelqu'un choisit après toi, mais dans ce que tu es, indépendamment de tout choix. Vivre sans comparaison n'est pas facile, mais c'est possible. Cela commence lorsque tu décides de regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur. Au lieu de te demander ce qu'un autre a que tu n'as pas, demande-toi ce que tu construis en toi, que personne ne peut t'enlever. Cette question change la perspective, t'éloigne du poison et te rend la clarté. À la fin, tu découvres que la comparaison est une prison sans barreaux. Elle semble ouverte, mais elle te piège dans un jeu interminable de doutes. S'échapper d'elle signifie reconnaître que tu es incomparable, parce que tu n'es pas né pour être la copie de quelqu'un d'autre. L'abandon ne devient alors plus un rappel de ce qui te manque supposément, mais une opportunité d'affirmer ce que tu es déjà. Et ce que tu es ne se mesure pas à un autre, parce que ton essence ne rivalise pas, elle existe avec dignité, intacte, rare et unique. 6. Ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance externe. Les arbres les plus anciens de la forêt grandissent en silence. Personne ne les applaudit pendant qu'ils s'élèvent vers le ciel. Personne ne les félicite pour avoir résisté aux tempêtes et aux sécheresses. Pourtant, ils restent fermes, gigantesques, inarrêtables. Leur grandeur n'a pas besoin de témoins. Ta vie fonctionne de la même façon. Ta valeur n'est pas liée au regard de ceux qui t'entourent. Elle ne diminue pas quand quelqu'un décide de partir. Elle n'augmente pas quand tu reçois des éloges. Ta valeur est comme ces racines cachées sous la terre, invisibles aux yeux, mais indispensables pour tout soutenir. L'abandon fait mal parce qu'il frappe là où c'est le plus fragile, le besoin de validation. Tu penses que si quelqu'un t'a quitté, alors tu n'as pas été suffisant. Ce sentiment te fait penser que ta dignité dépend de l'approbation de l'autre. Cependant, c'est une chaîne mentale que tu peux briser toi-même. Personne n'a le pouvoir de te prendre ce que tu es, à moins que tu ne le lui donnes. Le vrai problème n'est pas l'absence de reconnaissance, mais le fait que tu as appris à mesurer ta valeur avec une mesure étrangère. Les stoïciens avertissaient que baser sa vie sur ce que les autres pensent, c'est devenir esclave. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te critiquent,
Et si ta paix dépend de ces oscillations, tu vivras coincé dans des montagnes russes émotionnelles. La vraie liberté naît lorsque tu décides que ta dignité n'est pas négociable et que ta valeur est constante, que quelqu'un la reconnaisse ou non. Cette fermeté intérieure est ce qui te protège de l'abandon, parce qu'elle te rappelle que tu restes entier même si quelqu'un a choisi de se séparer. En pratique, cela signifie apprendre à agir sans attendre de récompense externe. Faire ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que quelqu'un le voit. Suivre tes objectifs même si personne ne t'applaudit. Cultiver tes habitudes même s'il n'y a pas de public, parce que ce que tu construis en silence est ce qui dure vraiment. L'approbation externe est fragile, elle dépend des caprices, des modes, des perceptions changeantes. La conviction interne, en revanche, est indestructible lorsque tu la renforces chaque jour. L'abandon, vu sous cet angle, cesse d'être une humiliation et devient une leçon d'autonomie. L'absence de reconnaissance externe est l'occasion de te regarder dans ton propre miroir et d'apprendre à soutenir ton regard sans chercher d'excuses. C'est l'épreuve la plus difficile, te confronter à toi-même sans le bruit des validations. Et c'est aussi la plus puissante, parce que dans ce silence, tu découvres que tu as toujours été suffisant. Les stoïciens enseignaient que la vertu est précieuse en elle-même, non pas parce que quelqu'un la récompense. La justice, la tempérance ou la sagesse n'ont pas besoin d'applaudissements pour exister. De la même façon, ta vie et ton essence ne dépendent pas de quelqu'un qui les nomme. La valeur que tu as est en toi, dans ta capacité à résister, dans ta discipline émotionnelle, dans la façon dont tu choisis de te relever après chaque coup. Celui qui n'a pas su voir cela n'a pas diminué ta grandeur, il a simplement exposé sa cécité. Accepter cela change tout. Tu arrêtes de courir après les regards qui t'approuvent. Tu arrêtes de donner ton énergie dans des tentatives désespérées de prouver ta valeur. Tu commences à vivre à partir d'un centre plus solide, où ton opinion sur toi pèse plus que n'importe quel applaudissement éphémère. L'abandon devient alors un miroir qui reflète ta véritable force, la capacité de marcher avec dignité, même quand personne ne t'accompagne. Avec le temps, tu apprends que celui qui vit de reconnaissance externe est toujours condamné à mendier. Celui qui vit de son essence, en revanche, est libre. Cette liberté est à toi lorsque tu décides d'arrêter de mesurer ta valeur. 7. La véritable guérison commence lorsque tu arrêtes de chercher. Les portes ne sont pas toujours verrouillées, parfois elles restent entr'ouvertes, comme pour te rappeler que tu pourrais toujours y entrer à nouveau. Le problème est que pendant que tu attends que quelqu'un vienne la fermer pour toi, tu restes immobile devant ce seuil, incapable d'avancer. C'est ainsi que fonctionne le désir de clôture après un abandon. Tu attends des explications, des excuses ou des mots qui donnent un sens à la douleur. Tu penses que ce n'est qu'alors que tu pourras guérir, alors qu'en réalité, cette attente devient la prison la plus cruelle. La véritable guérison commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre ferme quoi que ce soit parce que tu as le pouvoir de le faire toi-même. L'abandon éveille l'obsession des réponses. Tu te demandes pourquoi, ce que tu as fait de mal, à quel moment tu as cessé d'être suffisant. Ce besoin d'explication semble logique, mais en réalité, c'est un piège de l'ego qui cherche à prolonger le lien avec celui qui n'est plus là. Les stoïciens enseignaient que s'attacher à ce que l'on ne contrôle pas est à l'origine de la souffrance. Et il n'y a rien de plus hors de ton contrôle que la volonté de quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Attendre une clôture externe, c'est attendre que ta paix dépende des mains d'autrui. Et cette attente n'apporte jamais la liberté. Guérir signifie couper ce lien invisible. Tu n'as pas besoin d'entendre des mots qui valident ta douleur, parce que ton expérience la valide déjà. Tu n'as pas besoin d'un dernier geste pour sentir que ton histoire avait un sens. Parce que le sens, tu le construis toi-même avec ce que tu apprends d'elle. Celui qui cherche une clôture éternelle reste piégé dans le même cercle, tandis que celui qui décide de lâcher prise commence à avancer avec assurance.
Dans la vie quotidienne, cela se pratique en arrêtant de poursuivre des explications impossibles. Résister à la tentation d'envoyer un message de plus, de chercher une conversation en suspens, d'exiger justice sous forme de mots. Pratiquer la guérison intérieure, c'est accepter que ce qui n'est pas dit a aussi de la valeur, parce que cela t'oblige à trouver tes propres réponses. C'est la force de celui qui ne dépend pas des autres pour se reconstruire. Il apprend à fermer les portes de sa propre main. La véritable clôture se produit en toi, pas à l'extérieur. Elle se produit lorsque tu acceptes que le passé ne peut plus être modifié, que les mots qui n'ont jamais été prononcés ne changent plus ce qui a été vécu, que la personne qui est partie n'est plus responsable de ton futur. Cette acceptation est douloureuse, car elle implique de renoncer à l'illusion de contrôle, mais en même temps, elle est libératrice. C'est le moment où tu cesses d'être prisonnier de l'abandon et commences à être l'architecte de ta propre vie. Les stoïciens rappelaient que la liberté est atteinte lorsque tu décides comment interpréter ce qui se passe, pas lorsque tu réussis à changer ce qui s'est passé. C'est là que réside la clé. Tu peux rester à attendre des excuses qui ne viendront jamais, ou tu peux transformer la blessure en le début de ta force. Ce choix sera toujours le tien, et personne ne peut te le prendre. Avec le temps, tu comprends que cesser de chercher une clôture ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie lui donner une nouvelle place. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et tu commences à demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et dans cette transition, tu découvres que l'abandon n'était pas une fin inachevée, c'était le début de ta transformation. Tu n'as pas besoin du sceau de quelqu'un d'autre pour fermer la porte. Il suffit de ta décision d'avancer. Et lorsque tu le fais, tu découvres que la guérison ne dépendait de personne d'autre, parce qu'elle a toujours été entre tes mains et y restera. 8. Ton amour-propre est ta nouvelle priorité. Le soleil ne demande jamais la permission de briller. Il ne demande pas si quelqu'un veut sa lumière, ni n'attend une reconnaissance pour se lever chaque matin. Il apparaît simplement, constant, ferme, indispensable. Ton amour-propre doit être ainsi, une présence quotidienne qui ne dépend de l'approbation de personne, mais de la décision de prendre soin de toi, de te respecter et de te reconnaître comme ta priorité absolue. Quand tu traverses l'abandon, c'est la leçon définitive. Il ne s'agit plus d'attendre que quelqu'un d'autre te donne de la valeur, mais d'assumer que ton bien-être commence et finit avec toi. La douleur de l'abandon te force à voir ce que tu avais oublié, que tu avais mis ton bonheur entre les mains d'autres personnes. Et ce don a toujours un prix élevé. C'est pourquoi faire de l'amour-propre ta priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Les stoïciens parlaient de l'importance de cultiver la force intérieure, car celui qui se soutient lui-même n'est jamais désarmé face au monde. L'amour-propre est cette force, la discipline de prendre soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme sans dépendre de personne d'autre. Le pratiquer au quotidien signifie établir des limites claires, arrêter de mendier de l'affection, t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ta valeur et t'entourer de ce qui te pousse à grandir. Cela signifie aussi apprendre à profiter de ta propre compagnie, construire des projets qui naissent de ta volonté et accepter que être seul n'est pas un échec, mais une opportunité de consolider ta grandeur. L'amour-propre ne consiste pas à te regarder dans le miroir et à répéter des phrases vides. Il s'agit d'actions concrètes qui démontrent que ton bien-être est sacré. C'est la conclusion de toutes les leçons précédentes, le silence, la rareté, la libération, l'absence de comparaison, l'indépendance de la reconnaissance, tout converge ici. Parce qu'à la fin, tout pointe vers la même chose, devenir le gardien de ta dignité. L'abandon ne sera plus une blessure ouverte, il sera l'étincelle qui a allumé ta transformation. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de rivaliser, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est de cultiver l'amour-propre avec une telle fermeté que personne ne pourra jamais te faire tomber à nouveau. Le message est clair. Quand quelqu'un te perd, ton histoire ne se termine pas.
ton renouveau commence. La vraie vengeance n'est pas dans les cris, ni dans la preuve que tu as de la valeur. Elle est dans ton calme, dans ton silence, dans ta capacité à guérir sans dépendre de personne. L'abandon t'a poussé vers la plus grande leçon. Maintenant, tu es ta priorité. Et quand l'amour-propre occupe cette place, rien ni personne ne peut te briser à nouveau. Rappelle-toi toujours ceci. Celui qui ose choisir l'amour-propre sur la dépendance émotionnelle cesse d'être une victime et devient le créateur de son destin. Ce n'est pas l'abandon qui marque ta vie, c'est ce que tu décides de faire avec. Tu peux le traîner comme une chaîne ou l'utiliser comme le fer avec lequel tu forges ta nouvelle armure. Et à ce moment-là, la douleur cesse d'être un ennemi et se transforme en le maître qui t'a appris à être